Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être présents ce soir où nous allons évoquer les orientations budgétaires et ceci fait suite au conseil municipal que nous avons eu la semaine dernière présentant ce rapport d'orientation budgétaire qui a donc d'ores et déjà fait débat, mais sur lequel nous étions engagés afin d'avoir un échange avec les Savigniennes et les Savigniens. Et c'est donc cet échange que nous allons avoir ce soir. Les décisions qui vont être prises sur 2016 sont des décisions qui engageront notre commune pour l'ensemble de la mandature. Des décisions compliquées, difficiles, parce que nous sommes dans un contexte assez particulier, et notamment dans un contexte où nous subissons, comme l'ensemble des collectivités territoriales de France et de Navarre, pas mal de modifications, notamment au niveau des dotations de l'État. Alors, c'est vrai qu'après, et vous allez le voir pendant les exposés qui vont vous être présentés, plusieurs possibilités s'offrent à nous, et c'est un petit peu l'objectif de ce soir, c'est d'avoir des échanges sur le sujet. Alors, ce soir, je serai accompagné pour mener ces débats à la fois de M. Fougère. M. Fougère fait partie du cabinet Klopfler, qui est un cabinet financier avec lequel la commune de Savigny-sur-Orge travaille déjà depuis quelques années. Et puis, bien sûr, Sébastien Veneto, notre maire adjoint en charge des finances. Voilà. Afin de rentrer rapidement dans le vif du sujet, M. Fougère, je vous laisse la parole. Et bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter un petit peu, comme vous le voyez sur la page de présentation, des éléments de contexte financier au niveau national, un peu pour vous expliquer pourquoi on en arrive là, aujourd'hui, pas que à Savigny. Ce genre de présentation, on le fait dans beaucoup d'endroits, mais pour vous montrer pourquoi on a changé d'époque. Vraiment, en termes de perspectives financières pour les structures publiques et en particulier pour les collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies, les intercommunalités, les départements, les régions. Tout le monde est touché aujourd'hui, pas forcément de la même manière, ça dépend des situations de départ, mais on change vraiment de contexte par rapport à ce qu'on pouvait encore connaître il y a quelques années. Où là, on rentre vraiment dans un contexte de coupe de la dépense publique. Ça fait des années qu'on en parle, mais là, sur les collectivités en tout cas, c'est une des économies concrètes que fait l'État. Parfois, on ne voit pas toujours les économies concrètes que fait l'État. Quand il dit qu'il y a 50 milliards d'économies, on se dit oui, bon, d'accord, où, comment. Sur les collectivités, c'est les vraies économies, ça fait partie des vraies économies concrètes qui sont faites aujourd'hui par l'État. Donc c'est un peu pour présenter ça, et puis inscrire un peu Savigny, mais de manière très brève, parce que je ne veux pas empiéter sur le propos des élus, sur comment s'inscrit Savigny, comment Savigny s'inscrit dans ce contexte. Donc nous sommes, juste pour présenter le cabinet, effectivement, nous sommes un cabinet Michel Klopfer, du nom de son fondateur, nous sommes une quinzaine de salariés. Nous sommes spécialisés dans le conseil et l'audit financier auprès seulement des collectivités. Nous ne travaillons pas pour les entreprises, que pour les collectivités. Nous avons 25 ans d'existence. Nous accompagnons beaucoup des grandes villes, des départements, des régions, bien sûr. Notre cabinet suit la ville depuis 2010, maintenant. Sur les aspects de suivi financier et d'audit financier. Nous intervenons également en tant que formateurs auprès de
d'institutions, des chambres régionales des comptes qui veulent former leurs magistrats à l'analyse financière et auprès de ministères et d'écoles également, et auprès de banques aussi. C'est arrivé, mais auprès de banques publiques. Alors, rapidement, sur le contexte des finances publiques, parce que c'est quand même important à avoir en tête. Ensuite, la situation des collectivités aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, et puis les enjeux, vraiment pour Savigny, notamment les enjeux intercommunaux, parce que on en reparlera, mais ces dernières années, Savigny a été d'abord contraint à un mariage forcé avec la communauté d'agglomération des Portes de l'Essonne, et là, nouvelle étape liée à la loi, dans la métropole du Grand Paris. Alors d'abord, on est dans un contexte, je vous l'ai dit en introduction, où les choses changent très vite pour les collectivités. Pourquoi ? Parce que d'abord, on part d'une situation des finances publiques qui est, ça vous le savez, qui est, on peut parler de très délicate, avec une accentuation des difficultés. Alors, non pas tant sur les dernières années, parce que ces dernières années, le déficit se résorbe un petit peu, mais plus structurellement, en fait, il y a eu une prise de conscience à cause des crises financières qu'il y a eu par le passé, notamment de la crise des dettes souveraines, que un État pouvait être mis sous tutelle par des banques, le FMI, donc quasiment faire faillite. Ce qui était inimaginable en Europe, en tout cas. Et donc, il y a eu une pression, pas seulement sur la Grèce, pas seulement sur le Portugal, l'Italie ou l'Irlande, sur la France aussi, malgré le fait qu'elle soit toujours attirante pour les investisseurs. Il y a eu une pression sur la France, liée aussi aux engagements européens de 2012, où il y a maintenant une vraie pression et une vraie droit de regard de la Commission européenne sur les budgets nationaux. Alors aujourd'hui, on va directement à la graphique. Aujourd'hui, vous savez que le déficit public, chaque année, qu'est-ce que c'est qu'un déficit public au sens global ? Ça comprend l'État central, les collectivités et la Sécu, les administrations de sécurité sociale. Tout ça, c'est le déficit public global. Le déficit public, qu'est-ce que c'est ? C'est, au sens européen, c'est l'endettement net de chaque année. C'est-à-dire, j'emprunte 100, mais je n'en rembourse, in fine, quand j'ai tout mon budget, j'emprunte 100 d'emprunts nouveaux, mais j'en rembourse que 90. J'ai un déficit de 10. C'est comme ça qu'on le mesure. Bon. Vous voyez que le graphique peut remonter jusqu'en 1976, dernière année où le budget a été voté en équilibre. Donc ce graphique sera à peu près la même tête si j'étais remonté 30 ans en arrière. Depuis 2006, on a un solde de déficit public rapporté à la richesse nationale qui est évidemment toujours négatif. Ce qui est intéressant, tout de suite pour rentrer dans le débat, c'est que on entend parfois dire dans la presse les collectivités sont mal gérées, font n'importe quoi. Je vous ai ici détaillé le déficit public en fonction des acteurs de ce déficit. Donc vous avez en vert l'État central, en bleu les administrations de sécurité sociale et en rouge les collectivités territoriales, c'est-à-dire mairie, intercommunalité, département, région. Donc ce qu'on peut constater, c'est que, bon an mal an, chaque année, les collectivités ne représentent pas grand-chose sur le déficit public. Alors, je vais nuancer tout de suite après pourquoi. Alors, je ferai le même graphique sur la dette, ça serait exactement la même chose. Aujourd'hui, la dette publique, vous savez, c'est-à-dire l'accumulation des déficits que vous avez là, c'est 96% du PIB. Sur 96% du PIB, les collectivités représentent pas tout à fait 9% du PIB en termes d'endettement public. Donc, pareil, que ce soit en termes de déficit ou en termes de stock de dette, les collectivités, en fait, aujourd'hui, sont plutôt des indicateurs globalement satisfaisants. Pourquoi ? Parce que, contrairement à l'État, les collectivités sont soumises à une règle d'or. Par la loi. Elles ne peuvent pas y déroger, c'est interdit. L'État, lui, n'a pas cette règle, il ne s'applique pas cette règle. Quelle est cette règle ? Une règle de bon père de famille, dirons-nous. C'est une règle de bon sens qui consiste à dire on ne peut pas être en déficit de fonctionnement, c'est-à-dire que les recettes courantes doivent couvrir la dépense courante. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on doit pouvoir être capable de rembourser sa mensualité, on dirait, pour un ménage.
sa dette, on doit être capable de rembourser son annuité de dette avec les revenus récurrents et pas avec de l'emprunt. Règle que l'État ne s'applique absolument pas à lui-même. Au global, en 2016, il est prévu que l'État emprunte 180 milliards d'euros sur les marchés pour rembourser 100 milliards d'euros de dette, notamment. C'est-à-dire qu'il y a un déficit de fonctionnement. C'est une chose que les collectivités n'ont pas le droit de faire. C'est dans la loi. Les collectivités, on n'est pas dans un État fédéral, les collectivités doivent se soumettre à ces règles lorsqu'elles votent un budget. L'emprunt ne peut pas financer l'emprunt. Autrement dit, le surplus qu'on dégage de ce qu'on appelle la section de fonctionnement doit être capable de rembourser les dettes. Clairement. Alors évidemment, on pourrait se dire, les collectivités sont beaucoup mieux gérées que l'État, c'est la faute de l'État et pas des collectivités. Alors, il faut nuancer quand même un petit peu, parce que si l'État est si dégradé aussi et que les collectivités ne le sont pas tant que ça, il y a la règle d'or, mais c'est aussi parce qu'il y a une grande dépendance des collectivités dans leur budget vis-à-vis de l'État. Les dotations d'État, c'est 50 à 60 milliards d'euros selon les contours que l'on prend, c'est 20% des dépenses de l'État central, et c'est 30% des recettes courantes des collectivités. Donc vous voyez que, évidemment, on peut se dire quand on voit ça, il n'y a pas d'effort à faire sur les collectivités, mais dans ce verre-là, vous avez évidemment une grosse partie des dépenses courantes de l'État qui sont les dotations versées aux collectivités. Alors justement, comme il y a une pression aujourd'hui très claire, que ce soit des marchés financiers et des instances européennes de régulation pour réduire le déficit public, qu'on arrive à réduire, mais plus lentement que les autres pays de l'Union européenne, il y a un plan d'économie, il y a un engagement pluriannuel jusqu'en 2017 de faire 50 milliards d'euros d'économie, donc de 2014 à 2017, c'est en cours. Et sur ces 50 milliards d'euros d'économie, il y a une baisse des dotations aux collectivités de 11 milliards d'euros entre 2015 et 2017. Et si on prend 2014 en plus, on arrive à 12 milliards quasiment. Donc en gros, on avait des dotations d'État qui étaient à un peu moins de 60 milliards, 58,4 milliards d'euros aux collectivités en 2013. En 2017, on ne sera plus qu'à 46,4 milliards d'euros. Donc une baisse de, pas tout à fait 25 à 30% des principales dotations aux collectivités en l'espace de 1, 2, 3, 4 exercices. Voilà. Donc ça, c'est dans la loi aujourd'hui, y compris jusqu'en 2017. C'est l'engagement dans la loi de programmation des finances publiques 2015-2018. Donc c'est dans la loi pour 2016 évidemment, mais c'est aussi prévu pour 2017. Alors, il y a un débat aujourd'hui où les maires, mais pas seulement, montent au créneau pour essayer d'annuler la dernière année de baisse. C'est en cours. Peut-être cette baisse sera étalée jusqu'en 2018. On ne sait pas, mais a priori, il est fort peu probable que l'État revienne dessus. En tout cas, peut-être qu'il l'étalera un peu plus. Mais a priori, je le vois mal la remettre en cause. Pourquoi, un peu sous forme de boutade, c'est une des seules vraies économies que l'État est en mesure de justifier dans la loi de programmation des finances publiques vis-à-vis de la Commission européenne. Donc je le vois mal les amputer. Alors, dans ce contexte, où en sont les collectivités en termes de situation financière? Alors, rapidement, deux ratios. Ça, c'est un ratio qui est important. Qu'est-ce que c'est que ça? Le taux d'épargne brute, c'est justement le surplus que les collectivités sont capables de dégager de leur section de fonctionnement, qu'on rapporte aux recettes de fonctionnement. Qu'est-ce que c'est que les recettes de fonctionnement? Les impôts, les dotations, les impôts locaux, les dotations, les tarifs des services. Voilà. Et l'épargne brute, c'est quoi? C'est l'autofinancement qui reste à la fin de la section de fonctionnement pour rembourser sa dette et investir. Et plus le taux en pourcentage est élevé, plus on a d'autofinancement pour investir et rembourser sa dette. Alors, le seuil critique en analyse financière, mais qui rejoint les seuils critiques budgétaires, c'est en dessous de 10%. Ça commence à devenir... Il faut être vigilant. Et en dessous de 7%, ça devient très difficile d'être solvable et d'arriver à continuer à investir. Et de continuer à investir, pardon. Ce qu'on constate, c'est que, je suis remonté 10 ans en arrière,
Donc ce qu'on constate, c'est qu'on a un autofinancement qui est à des niveaux encore satisfaisants, en moyenne, mais en baisse depuis 4-5 ans, de manière continue. Donc avant même la baisse des dotations d'État, qui a commencé en 2014 en réalité, les collectivités, toutes, vous voyez, régions, départements, intercommunalités, communes, ont vu leur situation financière se dégrader pour diverses raisons. D'abord parce que les recettes fiscales sont moins dynamiques qu'avant. Il n'y a plus la taxe professionnelle. Les impôts économiques sont moins importants qu'avant. Donc ils sont moins dynamiques. Moins de construction. Donc les bases de taxes locales évoluent moins vite. Des dépenses en hausse. Notamment des dépenses sociales. Pour les départements, vous voyez que c'est l'échelon le plus fragile aujourd'hui en vert. Donc un effet de ciseau entre des recettes qui sont moins dynamiques qu'avant et des dépenses du fait notamment du contexte socio-économique qui progressent, qui ont continué à progresser. Et puis un deuxième indicateur, c'est la capacité de désendettement. C'est en combien d'années on est capable, avec l'autofinancement qu'on a dégagé, de rembourser son stock de dette. Le seuil critique pour une collectivité, le premier seuil de vigilance, c'est 12 ans. Pourquoi ? Parce que les emprunts, en général, c'est entre... la durée de vie des emprunts, c'est entre 12 et 15 ans. Et le seuil vraiment d'alerte, c'est 15 ans. Quand on est au-delà de 15 ans, en général, la collectivité n'arrive plus à équilibrer ses budgets, ne peut plus rembourser sa dette de manière saine, et il y a un risque de mise sous tutelle ou que les banques ne prêtent plus. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'en instantané, en moyenne, on est autour de 5-6 ans, on est encore loin des seuils critiques, mais vous voyez que la moyenne s'est beaucoup dégradée, là aussi. Depuis, c'est normal, l'autofinancement a baissé, la dette a continué à progresser. Donc on a pris quasiment 2 ans de dégradation de capacité de désendettement pour l'ensemble du monde local en l'espace de 4-5 ans. Tout le monde, vous voyez, est concerné. Donc c'est pas encore alarmant, mais la tendance n'est pas bonne. Et en plus, on n'a pas encore fini, il reste encore 2 ans de baisse de dotation pour poursuivre ce graphique. Alors là, j'ai un peu resserré. Vous avez ici la situation financière des villes qui vous sont comparables, c'est-à-dire des villes de 30 à 40 000 habitants, en gros, d'Île-de-France, qui sont dans des intercommunalités, pour faire court. J'ai pris une strate de comparaison de 42 villes comparables, de 30 à 45 000 habitants, pardon. Et chaque ville est positionnée sur un point bleu. Et vous avez l'autofinancement en bas et la capacité de désendettement sur les ordonnées, pour les souvenirs de mathématiques. En gros, quand on est au nord-ouest, c'est vraiment dramatique. Quand on est au sud-est, la situation financière est tout à fait confortable. Voilà. Et les seuils de vigilance, c'est le trait rouge. Aujourd'hui, c'est-à-dire 12 ans de capacité de désendettement et moins de 7% de taux d'épargne, comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, presque la moitié des 42 villes comparables en termes de population en Île-de-France sont au-dessus des traits rouges, donc sont en situation préoccupante, voire très préoccupante. C'est quasiment la moitié. 18 villes sur 42 aujourd'hui. Et la moyenne est plus dégradée que ce que je vous ai montré à l'instant. Plus de 8 ans de capacité de désendettement. Et Savigny, je l'ai positionné en 2014, c'est en rouge, et en pointillé 2015 en orange. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les statistiques de tout le monde pour 2014 encore. Donc ce qu'on constate, c'est que, après retraitement sur les comptes, en 2014, Savigny était déjà au-delà des seuils d'alerte. En 2015, elle est revenue dans la partie un peu plus saine, mais on reste quand même à plus de 10 ans de capacité de désendettement et une épargne qui est autour de 8. Donc on n'est pas loin des seuils de vigilance, alors même que la baisse des dotations d'État, plus d'autres aspects pour Savigny, n'est pas encore terminée. Alors justement, et ça fera la transition avec votre présentation, dans ce paysage où tout le monde est concerné par la baisse des dotations, des situations financières encore correctes dans l'absolu en moyenne, mais qui se tendent depuis quelques années, et en particulier une situation financière des villes comparables à la vôtre qui est plus dégradée que la moyenne, et avec la moitié des villes comparables d'Île-de-France qui sont déjà en situation critique, se rajoute à ça un contexte qui a beaucoup évolué ces dernières années sur l'intercommunalité.
Alors l'intercommunalité, qu'est-ce que c'est? C'est se regrouper à plusieurs communes, c'est obligatoire dans la loi maintenant, en communauté de communes, d'agglomération urbaine, pour mettre en commun des compétences. Certaines sont obligatoires, développement économique, d'autres optionnelles, pour mettre en commun des compétences et les mutualiser. Donc l'intercommunalité, ça sert à ça. On transfère des compétences, chaque commune transfère des compétences, des moyens humains, et puis surtout, c'est une obligation légale depuis la loi de 2010. Il y a une première loi en 2010 où en gros, toute la France devait être, enfin, toutes les communes de France devaient, à part la petite couronne parisienne, devaient être sous intercommunalité, et ça devait s'étaler entre 2012 et 2014. Ça vous a concerné, puisque ça a été l'obligation en 2013 de rejoindre la communauté d'agglomération des Portes de l'Essonne. Et puis la loi NOTRe de 2015, majorité qui a changé au niveau national, mais c'est exactement la même philosophie, où c'est la petite couronne cette fois-ci qui doit se mettre en intercommunalité, et puis les intercommunalités ailleurs doivent grossir. Mais on est exactement sur le même... Aujourd'hui, il y a 99% de la population française qui vit dans une commune qui est membre d'une intercommunalité. Donc pour vous, c'est récent. Pour d'autres, ça remonte à 99, 2000, voire même avant. Alors, chez vous, il y a une particularité, et ça sera la transition avec votre présentation, c'est que l'intégration à la communauté d'agglomération des Portes de l'Essonne, qui n'avait pas été choisie, qui avait été un peu imposée, d'ailleurs un peu de manière surprenante, parce que parfois les préfets ont dit on voulait jusqu'au 1er janvier 2014 pour le faire, et là, ça a été 1er janvier 2013. Donc ça a été assez net. Ce qui était d'autant plus préjudiciable, puisque les études que nous avions menées en tant que conseil déjà de la ville à cette époque-là, depuis 2011, déjà montraient que l'entrée dans la CALP aurait des conséquences mathématiques et légales en termes de perte de dotation qui seraient de toute façon néfastes pour la ville. Très clairement, ça a eu des conséquences directes et mathématiques sur le budget communal, c'est-à-dire que la ville a perdu, ou est en train de perdre, 2 millions d'euros de dotation entre 2014 et 2018. Elle en a déjà perdu quasi plus de la moitié depuis 2013. Pourquoi? Du simple fait de l'entrée dans la CALP. Pourquoi? Parce que quand une commune rentre dans une intercommunalité, on va, pour savoir si elle a le droit à certaines dotations, on va calculer sa richesse. Je ne rentre pas dans le détail. Sauf que quand on se marie à un territoire très riche, comme c'était le cas de la communauté d'agglo des Portes de l'Essonne, puisque c'était les bases d'Orly, les bases fiscales d'Orly, c'est énorme. Donc, quand on se marie avec un territoire riche, la mesure, de facto, c'est mathématique, c'est dans la loi, la mesure de la richesse de la ville est rehaussée automatiquement. Du coup, c'est ce qui explique que vous avez perdu plusieurs dotations que vous aviez, qui étaient réservées à des communes qu'on considérait comme un peu plus pauvres que la moyenne. Du coup, vous les avez perdues. C'est plusieurs dotations, j'en rentre pas dans le détail, mais il y a 2 millions de dotations qui sont soit déjà perdues pour plus de la moitié, soit qui vont, la perte est étalée dans le temps jusqu'en 2017-2018. Donc ça, c'est important, c'est la transition avec ce qui va suivre, mais parce que ça se rajoute à la baisse des dotations de l'État dont j'ai parlé à l'instant, qui elle va vous prendre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est 3 millions d'euros de perte de dotation liées à la baisse des dotations d'État. 3 millions d'euros de perdus entre 2013 et 2017, 2 millions de perdus entre 2014 et 2018 du fait de l'entrée dans la CAP, ça fait déjà 5. Vous voyez? Alors que l'autofinancement structurel de la ville depuis plusieurs années est autour de 3 ou 4 millions. Donc, c'est un point important parce que c'est la double peine. C'est-à-dire que tout arrive en même temps et ça a été la double peine. Peut-être que les questions, on les laisse pour après. On prendra un break. Donc, là, le Grand Paris, qu'est-ce que ça va changer? Après, je m'arrête. Le Grand Paris, parce que vous savez qu'au 1er janvier 2016, la ville de Savigny rentre dans le Grand Paris. Il n'y a plus de communauté d'agglomération des Portes de l'Essonne. Elle est inclue dans un ensemble beaucoup plus vaste, l'établissement public territorial 12 pour l'instant, mais qui va avoir, j'imagine, un nom bientôt, qui va en gros de Orly jusqu'à Ivry-sur-Seine. Oui, même. Et donc, parce qu'il y a le Grand Paris, plus une strate intermédiaire qu'on appelle les établissements publics territoriaux, et ensuite les villes.
on est dans la simplification, vous voyez. Donc, mais bon, au moins, si vous voulez, pour le Grand Paris, le choix budgétaire, pour l'instant, alors il y a encore des incertitudes, hein, mais pour l'instant, c'est un choix budgétaire plutôt neutre, même un peu opportun pour l'instant, parce que, notamment, il y aura un prélèvement auquel était soumis la ville, au titre de la solidarité nationale, je ne rentre pas dans le détail, qui sera réduit. Puisqu'en gros, ça sera les plus riches de cet nouvel établissement public dans le Grand Paris qui paieront, c'est-à-dire Orly, enfin les villes qui ont les bases fiscales, Rungis voilà, et autres. Donc ça, c'est plutôt bénéfique, mais c'est 300 000 € que vous allez économiser par rapport aux 5 millions qu'on vient de voir. Ça ne fait pas trop le poids. Mais bon, au moins, c'est un choix qui, pour l'instant, est neutre. Il y a des mécanismes fiscaux. La ville récupère des impôts qu'auparavant, la communauté d'agglomération percevait, mais ça ne veut pas dire... Attention, c'est neutre. C'est-à-dire qu'elle va reverser l'équivalent au nouvel établissement public pour pas que l'établissement public soit en faillite. Hein. Donc, c'est des flux. La taille de votre budget va sembler augmenter, mais en réalité... Vous allez percevoir des recettes en plus que vous allez rétrocéder en dépenses. Donc c'est un jeu à somme nulle pour l'instant, sauf cette petite économie pour l'instant de 300 000 € de solidarité nationale. Et puis il y aura des retours de compétences, des transferts de compétences. Tout ça, normalement, c'est neutre d'un point de vue budgétaire et financier. Voilà, je m'arrête. Si vous avez des questions, on va les noter peut-être. Ou vous faites. Voilà, d'accord. Écoutez, bonsoir à tous. Alors je me présente, moi je suis Monsieur Beneteau, je suis l'adjoint délégué aux finances ville de Savigny-sur-Orge. Voilà, donc moi je vais compléter un petit peu la présentation pour recadrer un petit peu plus le débat au niveau de la ville de Savigny proprement dit. Alors, déjà faire un petit point, sachant que pour celles et ceux qui ont suivi le conseil municipal, que ce soit en direct ou qui l'ont revu en replay sur le site de la ville, l'ensemble des éléments que vous allez voir ici ont été extrêmement simplifiés. Donc si vous voulez avoir beaucoup plus de détails, n'hésitez pas à retourner voir l'ensemble du débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu dernièrement. Alors, au niveau de la structure d'un budget d'une ville, donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, il y a deux sections. Là, c'est toute la partie bleue, vous voyez, une section qu'on appelle de fonctionnement, qui consiste à prendre toutes les dépenses courantes de la ville, les dépenses de salaire, les charges, ça va du stylo au simple jeu dans la crèche, jusqu'aux dépenses les plus lourdes, les dépenses de restauration, etc. Ensuite, vous avez aussi une section d'investissement qui, elle, consiste à faire de grands projets au niveau de la ville lorsque vous construisez ou rénovez un bâtiment. Alors, comme ça a été rappelé par M. Fougère, les villes ont une obligation, et cette obligation consiste en un équilibre de chacune de ces sections. Alors, c'est un équilibre évidemment assez délicat, et aujourd'hui, dans la mesure où les recettes, notamment les recettes de fonctionnement, sont en chute libre, il est toujours très difficile d'équilibrer les dépenses. Vous avez sans doute, avant de venir ici, entendu parler du fameux million que nous cherchons sur cette section de fonctionnement. Je vais vous détailler ici les raisons. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'ensemble des recettes aujourd'hui diminue à un rythme qui est beaucoup plus grand que la diminution des dépenses. Voilà, donc vous voyez dans les dépenses, vous pourrez remarquer, ici les proportions sont à peu près respectées, que les frais de personnel comportent quand même pour une grande partie de l'ensemble des dépenses de fonctionnement. Vous remarquerez aussi, et ça a été rappelé par M. Fougère, qu'une ville n'a pas le droit d'emprunter, c'est-à-dire que dans la colonne des recettes, vous ne verrez pas d'emprunt, c'est-à-dire qu'une ville n'a pas le droit d'emprunter pour son propre fonctionnement. Ça signifie quoi? Ça signifie que, par exemple, pour les ménages, vous n'avez pas le droit de contracter un emprunt pour pouvoir vous nourrir, vous loger, payer les factures courantes. Alors, si on fait un zoom un petit peu plus sur les recettes de fonctionnement aujourd'hui, elles sont de trois grandes sortes. Vous avez tout d'abord les produits de la fiscalité qui correspondent à la taxe foncière et à la taxe d'habitation qui jusqu'à présent est stable. Ensuite, vous avez le produit des services, donc c'est tous les tarifs quand vous êtes utilisateur d'un service public au niveau de la ville, que ce soit les cantines, le service périscolaire, etc. Et dans les recettes de fonctionnement, vous avez donc ces fameuses aides de l'État, principalement,
qu'on appelle dotation et qui sont en baisse pour l'année 2016 de 2 millions. Alors ici, et pour compléter un petit peu les propos de M. Fougère, sur la ville de Savigny, vous avez l'évolution des dotations depuis 2012, et là vous pourrez constater la chute libre. On remarquera quand même que depuis 2012, et quand on se placera en 2017, les dotations de l'État auront été divisées par 2. Alors évidemment, il y a une double raison à ces évolutions. Monsieur Fougère l'a rappelé, il y a à la fois l'intégration dans un nouveau territoire, celui d'Acalpe, qui a fait que la ville a perdu certaines dotations dans la mesure où elle était considérée comme plus riche, puisque intégrant un territoire un petit peu plus favorisé. Et il y a aussi toute la partie qui consiste à combler le déficit public de l'État. Au niveau donc des recettes de fonctionnement, si on zoome sur les dotations, vous avez la dotation globale de fonctionnement qu'on appelle DGF, qui correspond directement justement à la réduction des déficits de l'État, qui va baisser cette année de 930 000 €. Vous avez une autre dotation qu'on appelle la dotation nationale de péréquation, la DNP, qui va baisser de 340 000 €. La dotation de solidarité urbaine, qui est encore une autre dotation de l'État, qui va baisser de 50 000 €. Plusieurs fonds qui n'étaient pas pérennes, qui vont diminuer à hauteur de 220 000 €. Vous voyez, quand on fait l'addition, rien que sur les dotations qui concernent l'État, sur l'ensemble des 2 millions perdus, il y en a 75% qui proviennent des baisses de dotation de l'État. C'est 1,5 million de recettes en moins pour la ville. Alors, ces 2 millions de pertes placeraient donc la section de fonctionnement à un déséquilibre de 2 millions. Alors, ce déséquilibre, je l'ai appelé théorique, on va le voir pourquoi. Autre équilibre qui va nous intéresser, c'est la section d'investissement. Alors, cette section d'investissement, la loi exige que les recettes soient égales aux dépenses de la même manière que la section de fonctionnement. Vous remarquerez que c'est dans la section d'investissement qu'on retrouve l'emprunt et le remboursement du capital de la dette qui, depuis 2014 et le début de la mandature, sont stables. Alors pourquoi est-ce que cette dette est stable? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, et ce depuis 2014, la ville emprunte moins qu'elle ne rembourse d'emprunt. C'est-à-dire qu'il y a un désendettement, vous pouvez voir au niveau de la courbe, entre 2008 et 2011, il y a eu un très fort endettement, c'est-à-dire que la ville empruntait plus qu'elle ne remboursait, puis une stabilisation jusqu'en 2014, où il a été nécessaire de rembourser plus de dettes que n'en emprunter. La raison est assez simple. M. Fougère vous a rappelé qu'il y a des ratios qui sont intimement liés à l'excédent de fonctionnement que vous pouvez avoir sur votre section, et les banques n'accepteront pas de vous prêter si vous n'avez pas suffisamment de ressources pour pouvoir rembourser l'emprunt. Donc, si on revient à l'équilibre de la section d'investissement, il y a aussi un autre point que la loi impose, c'est que les ressources propres, c'est-à-dire par exemple pour les ménages, les revenus des salaires, les revenus de l'ensemble des locations, etc., couvrent le capital de la dette. Cela signifie, si on le reformule, que vous n'avez pas le droit d'emprunter pour rembourser un emprunt. Et ça, c'est quelque chose qui est imposé par la loi aux collectivités. Le problème de la ville de Savigny, dans la mesure où une de ses ressources propres, qui est l'épargne brute, alors l'épargne brute, c'est l'excédent de la section de fonctionnement. Je vous ai dit tout à l'heure, la section de fonctionnement n'est pas équilibrée, donc puisqu'elle n'est pas équilibrée, il n'y a pas d'excédent. Donc aujourd'hui, en l'absence d'épargne brute, les ressources propres de la ville ne couvrent pas le capital de la dette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en l'état actuel, Savigny serait obligé d'emprunter pour rembourser un emprunt. Parce que de toute manière, la loi lui interdit, je vous rappelle une nouvelle fois. Donc c'est 800 000 € aujourd'hui qui manquent. Alors si on fait le calcul, le déséquilibre théorique du budget cette année devrait être de 2,8 millions. 2 millions à cause de la section de fonctionnement qui est déséquilibrée, et 800 000 nécessaires à l'équilibrage au niveau de la section d'investissement. Alors, pour rééquilibrer le budget, deux moyens sont possibles. Soit continuer à diminuer les dépenses comme ça a pu être entrepris depuis 2014, soit augmenter les recettes, les fameux impôts.
Alors, si nous devions aujourd'hui équilibrer le déficit théorique de 2,8 millions uniquement par l'impôt, voici ce que ça donnerait. Alors, je vous ai mis ici la situation 2015, telle que vous l'aviez sur votre feuille d'imposition l'année dernière, avec, au niveau de la taxe foncière, j'ai pris un exemple, je ne l'ai pas fait sur les deux, vous avez ici un taux communal qui est à 12,90% et un taux EPCI, donc ça correspondait au taux de fiscalité reversé à la CALP, de 6,79. En 2016, sans même toucher aux impôts, dans la mesure où Savigny a rejoint le PT, et c'est ce qu'expliquait aussi M. Fougère, vous n'aurez plus de ligne concernant la CALP. C'est-à-dire que la ville va récupérer l'ensemble des recettes fiscales anciennement perçues par la CALP. Par contre, et ça aussi M. Fougère l'a rappelé, ça ne consiste pas en des recettes supplémentaires. Pourquoi ? Parce que la ville va toucher ces nouvelles recettes, mais va immédiatement les reverser à l'EPT. Voilà. Donc, de toute manière, c'est des recettes qu'avant nous ne percevions pas, et aujourd'hui, c'est simplement des recettes que l'on reçoit sur le compte et qu'on reverse immédiatement. Donc, si on part de la situation 2016, telle qu'elle devrait être, le taux communal est à 19,69%, et s'il fallait trouver les 2,8 millions d'euros manquants, on serait sur une imposition qui passerait à un taux de 25,7%. Alors, évidemment, c'est une augmentation qui n'est pas envisageable en l'état. Là, ça serait une imposition maximale pour résorber ce déficit théorique. Toute réforme, aussi fiscale puisse-t-elle être, doit évidemment se faire sous une certaine forme de justice. Et enfin, augmenter les impôts n'est viable que si on poursuit la maîtrise des dépenses. Comme j'expliquais lors du rapport d'orientation budgétaire, rien ne sert de réinjecter du sang à une victime si l'hémorragie n'est pas stoppée. Alors, puisqu'on s'est intéressé à l'équilibrage par les seules recettes, on va maintenant regarder comment est-ce qu'on pourrait équilibrer le budget en continuant à réduire les dépenses de la ville. Donc, je vous rappelle, il y a un déficit théorique de 2 millions. Ce déficit, il n'est jugé que théorique, dans la mesure où des mesures ont été prises depuis 2014, et vous en connaissez certaines, effectivement, la fermeture de la crèche familiale, l'arrêt de la subvention à la MJC, bien d'autres mesures, certes difficiles, compliquées, mais indispensables, si bien qu'aujourd'hui le déséquilibre réel n'est plus de 2 millions, mais ces économies portent leurs fruits, et aujourd'hui le déséquilibre n'est que d'1 million. Voilà. Ce million intègre d'autres décisions à venir pour 2016. C'est par exemple des effets au niveau de la structure. Vous avez vu que les dépenses de personnel étaient une dépense qui représentait une grosse proportion au niveau de la section de fonctionnement. Il a été par exemple prévu pour 2016, je ne vous détaille pas l'ensemble des mesures, vous les avez lors du vote du budget. Il est décidé par exemple de regarder et de rationaliser l'ensemble des heures supplémentaires des gardiens de gymnase. Voilà. C'est un exemple d'économie qui peut être généré. Alors, si on veut aller chercher le million qui nous manque en faisant des économies sur la section de fonctionnement, on a aujourd'hui un problème qui s'appelle la rigidité structurelle. Qu'est-ce que c'est la rigidité structurelle ? Vous avez à gauche l'ensemble des grands postes de dépenses de la section de fonctionnement, et je vous ai assuré ce que représentent pour chacun de ces postes des dépenses dites obligatoires. Alors les dépenses obligatoires, c'est quoi ? C'est évidemment les dépenses de personnel pour les agences titulaires, l'ensemble des contrats dans lesquels la ville est engagée et donc ne peut pas se substituer, la subvention au CCS, le Centre communal d'action sociale, qui est une dépense obligatoire. Quand je vous parle de dépenses obligatoires, il s'agit de dépenses obligatoires aux yeux de la loi, encore une fois. On est vraiment stricto sensu à la définition d'obligatoire. Et les intérêts et l'amortissement et l'épargne, qui par nature sont elles aussi obligatoires. Quand on regroupe l'ensemble des zones assurées, on a quasiment 80% des dépenses de la section de fonctionnement qui sont des dépenses obligatoires. C'est-à-dire que si vous voulez réduire les dépenses, vous ne pouvez jouer que sur les 20% restants. Évidemment, c'est une toute petite proportion, et aller chercher 1 million sur une proportion si faible est quelque chose d'extrêmement compliqué. Je vous mets ici un petit peu ce qui reste en termes de services publics et le coût pour la ville que cela représenterait si ils étaient maintenus ou au contraire s'ils étaient supprimés.
C'est-à-dire que pour aller chercher 1 million, on va prendre par exemple la première ligne sur la subvention aux associations. Les subventions aux associations n'est pas une dépense obligatoire. Donc des économies pourraient être faites sur ce poste. Ce qu'il faut comprendre, c'est que supprimer l'intégralité des subventions aux associations permet de faire récupérer 400 000 €. C'est une économie immédiate. Maintenant, je pense que parmi vous, dans la salle, de nombreuses personnes font partie d'une association. Vous connaissez les difficultés qui sont celles des associations de la ville et de l'ensemble de la France. Et aujourd'hui, il est difficile de continuer à réduire ces subventions sans risquer une disparition de la majeure partie d'entre elles. On pourrait aussi tout à fait prendre l'exemple de la fin du ramassage scolaire gratuit. Aujourd'hui, 115 € par enfant sont pris en charge par la ville. On pourrait imaginer soit de supprimer le service, soit de le faire payer au coût réel, de manière à faire ces économies. Vous comprenez bien à la lecture de ce tableau qu'aujourd'hui, même fermer un gymnase vous fait gagner 13 000 € sur une année, 14 000 sur une année pleine. Alors pourquoi le différentiel entre une année entamée comme 2016 et une année pleine? L'année a déjà commencé, c'est-à-dire que si par exemple il fallait fermer un gymnase, ça ne pourrait commencer qu'à partir du mois de septembre. Vous voyez qu'avec l'ensemble de ce tableau, sur 2016, même en supprimant l'ensemble de ces services, on n'atteint même pas 1 million. Ça vous donne une idée un petit peu de l'effort qu'il faudrait faire pour retrouver ces 1 million sur la section de fonctionnement. Voilà. Alors, les problématiques de la réduction des dépenses, c'est donc cette fameuse rigidité structurelle, puisqu'elle impacte des services qui sont indispensables aux Saviniens. Je pense qu'ici, dans le tableau ici, peu de personnes nous diront qu'il n'y a pas des services indispensables. Je prends quand même la restauration scolaire. On sait très bien que, malheureusement, pour beaucoup de familles saviniennes, la cantine scolaire et les tarifs pratiqués permettent aux enfants, pour certains, de n'avoir qu'un seul repas équilibré au long de la journée, et c'est celui de la cantine. Donc c'est quand même un service indispensable aux Saviniens. Ensuite, on a le temps de mise en œuvre de ces réductions de dépenses. On l'a vu tout à l'heure, l'économie n'est pas toujours immédiate. Enfin, et c'est un dernier problème, c'est qu'une fois qu'on a fait ces économies et qu'on a équilibré la section de fonctionnement, on n'a pas encore dégagé d'excédent. Vous savez, c'est les fameux 800 000 € qui manquent sur la section d'investissement. C'est-à-dire qu'il faut trouver 1 million, et en plus, il faut trouver des économies supplémentaires pour avoir 800 000 € pour pouvoir couvrir le capital de la dette. Voilà, vous commencez à comprendre qu'à moins de fermer l'ensemble des services publics de la ville, la situation n'est évidemment pas tenable. Alors, la solution vers laquelle on s'oriente est une solution qu'on a considérée de mixte, mesurée et juste. Alors, on l'a vu, il n'est évidemment pas question de faire porter sur la fiscalité l'ensemble du déséquilibre du budget. Donc, il n'est évidemment pas du tout question d'augmenter les impôts au taux de 25 et les brouettes, comme vous l'avez pu voir tout à l'heure. Les réformes structurelles et les décisions fortes qui ont pu être prises depuis 2014, cependant, ne suffisent pas. On a aussi vu, et si vous vous baladez dans la ville, et vous êtes sans doute utilisateur soit de bâtiments, soit de services publics, qu'il y a un vrai besoin de modernisation et de rénovation du patrimoine de la ville. Au vu de tout ça, il faut poursuivre les économies, mais comme on a vu que ce n'était pas suffisant, il faudra aussi redistribuer l'effort, de manière à pouvoir équilibrer le budget. Alors, je vous ai, puisque évidemment on va parler d'imposition, je vous ai mis ici des données sur la taxe foncière, pour réaliser que la ville de Savigny, par rapport à d'autres villes de la strate, a un taux de taxe foncière extrêmement bas. La ville de Viry-Châtillon a voté son budget hier soir. Ils l'ont voté sans augmentation d'impôts. Imaginez bien qu'aujourd'hui, la ville de Viry-Châtillon touche 2 fois plus de recettes au niveau de sa taxe foncière que la ville de Savigny. Ça vous donne un petit peu les marges de manœuvre d'une telle ville qui fait partie de la même strate, qui est dans un territoire comparable et qui a à peu près le même nombre d'habitants. Alors, ce que nous vous proposerons, c'est, si l'on prend à partir de la situation initiale 2016, et partant d'un taux de 19,69%,
c'est pour équilibrer non pas les 2,8 millions, mais bien les 1,8 million de déficit réel, un taux de 23,5. Comme on l'a vu, l'imposition 2016 initiale ne provoque pas de recettes supplémentaires, puisque c'est lié à l'entrée dans la MGP qui est fiscalement neutre et financièrement neutre. Autre particularité, et c'est aussi pour cela qu'on considère que la réforme doit être juste, mixte et partagée, elle concerne la taxe d'habitation. Au contraire de la taxe foncière, la taxe d'habitation, elle, est déjà au-dessus de la limite. Le fort taux de cette taxe d'habitation est cependant à mettre en relief avec un fort taux d'abattement. Alors les abattements, c'est quoi? Ce sont des réductions accordées directement à la base sur l'ensemble de la facture. Donc, au niveau des abattements à la base notamment, et sur l'ensemble des autres abattements, la ville de Savigny-sur-Orge a une politique particulièrement clémente. Donc ce qu'il faut repérer, c'est que l'abattement spécial à la base, par exemple, s'adresse aux personnes les plus démunies. C'est donc un abattement qui est difficile de toucher, et je pense que la ville de Savigny peut évidemment se féliciter de l'avoir. Donc ça fait par exemple partie des abattements qu'il ne faut évidemment surtout pas toucher. Par contre, la ville de Savigny n'a par exemple pas d'abattement pour les personnes en situation de handicap. Là, ça peut se faire dans beaucoup d'autres villes. Pour participer à l'effort et pour que la taxe foncière ne soit pas le seul levier de recettes activées, il est proposé, il sera proposé sans doute au conseil municipal, de faire une modification de l'abattement du taux général à la base, qui passerait de 16 à 10%. Au passage, il sera aussi proposé de créer un abattement de 10% pour les personnes en situation de handicap. Toutes ces mesures permettront de tenir des objectifs jusqu'en 2020. Ça, c'est des objectifs très précis, dans la mesure où on s'engage dans un cycle budgétaire nouveau et pérenne. Alors l'objectif, il sera d'investir 24 millions d'euros sur les 4 ans, et 24 millions d'euros, vous allez voir, ce sont des investissements indispensables, et on n'est pas dans, par exemple, la création d'une piscine, ni de nouveaux bâtiments. On est uniquement dans la modernisation du patrimoine, on est dans le renforcement et la réhabilitation de bâtiments déjà existants, donc limiter au maximum les nouvelles constructions. Évidemment, les objectifs, on continuera d'avoir une gestion responsable de la dette, et il faudra continuer à avoir une recherche systématique des partenaires financeurs. On va justement y revenir. Alors, je vous prends un exemple, parce que quand on dit qu'effectivement 24 millions, c'est le strict minimum à engager dans les bâtiments de la ville, on vous prend ici un petit peu quelques photos si vous êtes utilisateur des bâtiments, ou si vos enfants, par exemple, fréquentent les écoles ou les centres périscolaires, vous allez tout de suite comprendre. Ce que vous avez sur la photo en bas à gauche est quand même le sol de Coubertin, qui est foulé tous les jours, soit par les associations savigniennes, soit par les élèves du collège des Gâtines, sur une base hebdomadaire. Des trous, littéralement, des trous, sont dans le sol, et ce déjà depuis plusieurs années. Vous pourrez aussi remarquer que l'entretien courant au niveau de l'étanchéité n'a pas toujours été fait par le passé. C'est la photo en bas à droite, vous avez quand même d'importantes marques d'humidité. Et c'est comme ça sur beaucoup de bâtiments. Je rappellerai quand même que sur l'hiver 2014-2015, et aussi parfois au début de l'hiver 2015-2016, de nombreuses chaudières dans de nombreux bâtiments n'ont pas redémarré. Faute, une nouvelle fois, d'entretien. Imaginez quand même que certains élèves ont dû passer des matinées sans pouvoir quitter leur manteau. On est quand même sur des investissements qui sont, une nouvelle fois, indispensables. C'est aussi pour cela qu'un grand plan chaudière en 2015 a été lancé, et ça a été une grosse partie de l'investissement, ça a été de changer les chaudières. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de visible, ce n'est pas quelque chose effectivement d'aussi ostentatoire qu'un nouveau bâtiment. Cependant, ça reste quelque chose d'indispensable. Vous ne trouverez aucun sportif qui acceptera d'aller prendre une douche froide parce que la chaudière est en panne. Voilà.
Autre point sur lequel le plan pluriannuel d'investissement devra se concentrer, c'est par exemple tous les équipements qui accueillent des enfants et qui concernent aussi le périscolaire. On a par exemple le centre de loisirs Charles Perrault, où dans la cour, tel que vous pouvez le voir sur la photo, il y a encore des espaces en terre. C'est-à-dire que vous prenez par exemple en ce moment, quand il pleut, il est difficile de garder les enfants dans les parties goudronnées, il faut à chaque fois les empêcher d'aller se promener dans la terre. Il y a aussi la création du relais assistant maternel qui est attendu depuis longtemps et auquel il y a un besoin que je pense personne ici ne pourra contester. Au niveau de l'ensemble du patrimoine communal, alors un petit clin d'œil quand même, la voiture que vous voyez en bas à droite est une voiture qui roule encore. C'est-à-dire que ça, c'est une voiture qui aurait dû être réformée depuis des années et des années, et aujourd'hui, par manque de moyens déduits sur l'investissement, aujourd'hui, les services techniques de la ville continuent à utiliser ce genre de voiture. Vous reconnaîtrez en bas à gauche les jeux des Gatines, les tribunes de foot et de nombreux autres bâtiments. Vous avez un petit peu un ordre d'idée des prix pour les mises en conformité, puisque là encore, on n'est pas sur du confort, on est sur quelque chose d'indispensable, de la mise en conformité et des dépenses utiles qui permettent aussi de réduire le fonctionnement. Pourquoi ? Parce que quand on change une voiture qui consomme sans doute 10 litres au 100, là effectivement, quand on la renouvelle pour une voiture plus neuve, on fait des économies sur le fonctionnement puisqu'on fait des économies sur le carburant. Voilà, c'est tous ces principes de bon sens qu'on pourrait avoir chez nous à la maison qu'il faut aujourd'hui s'astreindre à avoir au niveau de la collectivité. Autre point, et là je reviens sur la recherche systématique de partenariat, Monsieur le maire, qui est aussi vice-président du conseil départemental, fait le maximum au niveau du département pour ramener l'ensemble des subventions possibles, que ce soit par l'intermédiaire du contrat départemental ou par l'intermédiaire du plan de relance. Le contrat départemental, justement, va permettre, avec un subventionneur à hauteur de 3,9 millions d'euros. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'investissement de la ville de Savigny aujourd'hui, c'est 5 millions par an. C'est-à-dire que le conseil départemental s'apprête à subventionner quasiment 1 an d'investissement au niveau de la ville. Ce subventionnement va permettre de mettre aux normes accessibilité, l'école Buisson et agrandir l'espace restauration. Alors, en synthèse, on l'a vu, les baisses de dotation d'État vont continuer. Là, je vous ai mis quand même un chiffre important, c'est moins 7,5 millions d'euros au cumulé sur 2012-2019, c'est-à-dire 60% de baisse de dotation. Et je le rappelle, à la fois dû à l'intégration forcée au niveau de la CALP et à la réduction du déficit public. Le déséquilibre théorique aurait dû être de 2,8 millions d'euros. Aujourd'hui, grâce aux mesures qui ont été entreprises depuis le début du mandat, le déséquilibre réel n'est que de 1,8 million. Deux possibilités pour équilibrer ce budget, soit augmenter les recettes, soit diminuer les dépenses. Alors, on l'a vu au niveau de la rigidité structurelle, il est difficile de continuer à diminuer des dépenses, puisque là on a atteint un plancher. Diminuer des dépenses reviendra à impacter des services qui sont de toute manière essentiels à chacun d'entre nous. Et il est aussi important de noter que ça ne permettrait pas d'entretenir et d'investir, puisqu'on ne dégage pas d'autofinancement, mais pas d'autofinancement, on ne peut pas équilibrer l'investissement. La solution qu'on vous propose est évidemment de refuser une fiscalité maximale, et c'est la raison aussi pour laquelle nous souhaitons que les efforts au niveau des dépenses soient poursuivis, et les dépenses devront être contenues, et surtout les efforts fiscaux répartis, à la fois sur la taxe foncière et sur la taxe d'habitation. Alors, toutes ces mesures permettront de retourner à une situation stable et pérenne, et d'avoir surtout une vision jusqu'en 2020 avec un grand plan d'investissement qui consistera une nouvelle fois à investir ces 24 millions indispensables sur l'ensemble des bâtiments, à la fois pour leur entretien, leur modernisation et surtout indispensables pour maintenir et optimiser les services publics qui existent. Voilà. J'ai essayé de faire le plus court possible, le but étant de prendre l'ensemble de vos questions, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc écoutez, à vous la parole.
première est la plus dure, hein, il faut se corriger. Allô? Donc là, visiblement, vous nous avez préparé à une augmentation d'impôts concernant la part de la commune, à laquelle va s'ajouter bien évidemment la part départementale aussi en augmentation, qui est apparemment budgétée entre 28 et 30%. Donc concrètement, ça va nous faire combien d'impôts en plus? Parce que déjà l'année dernière, on s'est tapé une bonne hausse concernant les impôts pour la CALP. Voilà, là ça commence quand même à faire un peu beaucoup. Oui, moi j'ai une remarque d'abord. Vous avez parlé là de l'entrée dans la CALP, donc j'ai compris que en fait c'est une stratégie nationale déployée depuis 1999. Et en 2013, en fait, on se retrouve mis au pied du mur, et en fait, c'est le préfet qui décide pour nous. Donc, première remarque, moi j'ai du mal à comprendre que les élus de Savigny qui se sont succédés n'aient pas été capables d'anticiper et de choisir l'endroit où on devait arriver. Aujourd'hui, nous dire qu'on est à un endroit où on ne devrait pas être, je ne comprends pas. Deuxième point, c'est la même chose pour, je vais faire une remarque sur le tram-train. Le tram-train ne passera pas à Savigny. Je ne comprends pas ce qu'ont fait nos élus pour ne pas anticiper un projet comme celui-ci. Et demain, le train ne passera pas à Savigny-sur-Orge. Donc, moi, il me semble qu'il y a une frilosité des équipes successives et qu'aujourd'hui, on en paye les pots cassés et on est ici en train de se lamenter parce que nos impôts vont augmenter. Voilà, donc, voilà ce que je voulais dire. Ça me soulage un peu. J'espère qu'il y a un certain nombre de gens ici qui partagent. Alors, attendez, je voulais poser une question, mais je l'ai notée dans mon téléphone. Excusez-moi. Merci Olivier Vagneux. Une question pour M. Fouget. En 2010, Mme Fischer-Bernier, qui était maire de la commune de Savigny-sur-Orge, a dépensé, me semble-t-il, de mémoire 23 000 € pour un audit pour savoir où est-ce qu'on en était de l'état des finances de la ville et ce qu'on pourrait faire. L'audit n'a pas été trop mauvais, il n'a quasiment pas parlé des emprunts toxiques et il a dit qu'il y avait encore des marges de financement. Mme Fischer-Bernier s'est servie de ses résultats en 2010, en 2011, en 2012 pour dire que tout allait bien. Aujourd'hui, pourquoi devrait-on vous faire confiance alors que, en 2010, vous avez quand même fait un travail qui était assez moyen? Merci. Bonsoir, Christian Sautreau. Je voudrais savoir comment est-on arrivé à un tel délabrement de nos bâtiments, quand on voit les photos, entre autres Coubertin. Comment en est-on arrivé là? Qu'a-t-on fait de nos impôts quand même? Ils servent à ça, à entretenir notre patrimoine. Donc c'est un premier point. Rien quand on voit la voiture. Quand je vois les voitures qui se situent à l'Interco, il y a des C4 toutes neuves en pagaille, sérigraphiées Interco, les portes de l'Essonne qui sont là. Ils ne bougent pas, mais enfin, il y en a un certain nombre, important. Donc, il y a une grosse différence. On a donné pas mal à la CALP sur nos impôts. Mais par contre, c'est la CALP qui a des belles voitures. Nous, on a des poubelles. Ce que je vois, ce que vous faites. Donc, c'est un peu savoir. Alors, les dotations de l'État aussi, on en parle, on n'arrête pas d'en parler en ce moment. Comment faisait l'État avant? Il distribuait à la gogo aux communes. Ça paraît étonnant, d'un seul coup, patatrac. Depuis 2 ans, on arrête tout. L'État, c'est quand même, nos impôts. Ils n'ont pas diminué nos impôts. Aussi bien directs, indirects, locaux. Où est passé le fric? En parlant poliment. Voilà. Oui, alors merci.
On va prendre d'autres questions, ne vous inquiétez pas, hein, je vois des mains qui se lèvent là-bas. Alors pour vous répondre, effectivement, le fait intercommunal est quelque chose d'assez récent. On peut évidemment s'interroger sur la politique nationale et sur le fait que l'ensemble des communes ont dû, à un moment donné, être regroupées au niveau d'un ensemble intercommunal. On peut remettre tout ça en débat. Malheureusement, c'est quelque chose qui a été imposé et aucune ville aujourd'hui en France n'a pu y échapper, quelle que soit l'opposition qui a pu être faite par l'ensemble des élus locaux, et y compris que ce soit de l'ancienne ou de la nouvelle équipe. Même s'il y avait une opposition sur ce mariage forcé, il y a quand même quelque chose de très important à souligner, c'est que Savigny intègre la CALP en 2013. La CALP a été créée, quand je vous parle à partir de 2013, la CALP était déjà créée depuis de nombreuses années. Des villes historiques telles qu'Athis-Mons, Juvisy, Paray-Vieille-Poste avaient déjà tiré pleinement parti de la logique intercommunale, c'est-à-dire qu'ils s'étaient intégrés et avaient mutualisé l'ensemble de leurs ressources. Savigny-sur-Orge, et c'était le choix effectivement des équipes précédentes, avait décidé de rester un bastion isolé, jusqu'à ce que le préfet lui impose ce mariage. C'est quand même une problématique dans la mesure où, lorsque ce mariage s'est produit, et on l'a vu, de nombreuses subventions ont été supprimées. Des villes comme Juvisy ou Paray-Vieille-Poste, en étant constructrices dès le début de ces territoires, a pu tirer une nouvelle fois pleinement parti. Alors effectivement, après, sur l'état de délabrement des bâtiments tels que vous avez pu les voir, il y a, on ne va pas se mentir, un manque flagrant d'entretien. Encore une fois, pour revenir sur les chaudières, aujourd'hui, on entretient une chaudière, c'est-à-dire que même à domicile, quand le ballon d'eau chaude commence à montrer des signes de faiblesse, on commence à se pencher dessus et on ne met pas que des rustines, puisqu'à un moment donné, l'ensemble des réparations commence à coûter cher. Eh bien, au niveau de la ville de Savigny, c'était le choix qui avait été fait, c'était de continuer. Il y avait une volonté d'investir pour une piscine, qui évidemment allait prendre quand même une grosse partie de l'investissement sur les années à venir, et donc il fallait préempter sur l'investissement et sur l'entretien courant. Voilà, c'est principalement la réponse. Je vais laisser M. Fougère répondre sur les questions qui le concernent directement. Vous pouvez rappeler le coût de la piscine ? Alors là, j'ai pas l'estimatif du coût de la piscine. Par contre, sortir de l'étude de la piscine qui avait été lancée par la précédente mandature, c'est quasiment un demi-million d'euros. Voilà. Donc comme on m'a posé une question directement, je vais répondre, mais je ne vais pas m'appesantir parce que nous existons depuis 25 ans, nous travaillons pour toutes les majorités, que ce soit toutes les villes, que ce soit de gauche ou de droite. Donc je pense que si nos rapports étaient subjectifs et que nos rapports étaient à ce point à remettre en question, je pense que nous n'existerions plus depuis longtemps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez me donner votre adresse mail et je vais vous envoyer le rapport que j'avais fait à l'époque, parce qu'on ne doit pas parler de la même chose. Parce que le rapport de l'époque concluait, si rien n'était fait, c'était en octobre, fin septembre 2010 que je suis venu le présenter, ce rapport concluait que si rien n'était fait, j'avais pointé des énormes problématiques, des rattachements de dépenses qui n'étaient pas faits. Donc un manque de sincérité budgétaire. J'avais pointé un autofinancement qui était nul. Il n'y en avait plus en 2009. Et j'avais terminé l'étude en disant que si rien n'était fait, c'était la mise sous tutelle et la faillite. C'est d'ailleurs après cet audit qu'une première augmentation du taux avait été décidée, sinon la ville était en sous tutelle du préfet dès ce moment-là. Donc, relisez, je vous l'enverrai, si vous relisez les conclusions, vous verrez que le rapport n'y allait pas de main morte. Voilà, je tiens juste à rétablir parce que vous pouvez critiquer nos méthodes, nos chiffres, mais notre déontologie, ça je n'accepte pas.
soir. Excusez-moi, ça va être un petit peu long, il y aura beaucoup de chiffres. Vous êtes là pour ça aussi. Donc l'année dernière, on avait eu comme annonce qu'il fallait absolument qu'on fasse des économies. On avait chiffré ça à près de 6 millions d'euros, 5 millions 6, 5 millions 8. On nous avait annoncé qu'il y avait 3 millions 6 qui étaient liés à la CALP, alors que monsieur vient nous annoncer ce soir que l'Interco c'était un jeu à somme nulle. Donc potentiellement, l'année dernière, il y a quand même, je finis ma question, on va répondre. Il y avait quand même 3,6 millions où on se pose encore la question, d'autant qu'il y a des fameuses commissions qui s'appellent CLECT, comme l'expert, qui permettent normalement de faire un jeu à somme nulle, ou en tout cas pas quelque chose qui nous coûte près de 4 millions d'euros. Et puis, se sont enchaînées les fermetures. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas finalement combien d'économies on a fait, combien ça nous a coûté et combien ça nous fait faire réellement d'économies. Et puis on ne sait pas trop non plus combien dégage le budget 2015, parce qu'en 2014, après avoir fermé tous les services, on nous a annoncé un excédent en 2014 à 1,5 million quasiment. Donc qui aurait pu préserver quelques services, au moins sur quelques mois, voire pour certains sur quelques années. Aujourd'hui, difficile de vous croire, difficile de vous suivre. D'ailleurs, je vous ai suivi par Internet pour le conseil municipal, j'ai eu du mal à vous croire. Il y avait peu d'ambition, en tout cas... on ne sent pas pourquoi vous nous embarquez là-dedans et qu'est-ce qu'on va gagner. En tout cas, on voit bien ce qu'on va perdre, moins de services publics, plus d'impôts. Un petit post-scriptum, un spécial Monsieur Mellor et Madame Gérard. On souhaiterait, parents d'élèves élus, avoir des réponses à nos courriers. Bonsoir. Une petite question très simple, on parle de dépenses et de recettes. J'ai vu qu'on supprimait les illuminations pour Noël, où ça n'allait mis pas plus mal d'économiser 140 000 €. Et dans l'idée, est-ce qu'on ne pourrait pas jouer justement sur l'éclairage public, qui est très présent à Savigny, surtout en zone pavillonnaire, on a un lampadaire tous les 20 mètres, si je n'exagère pas. Et je pense qu'on pourrait jouer beaucoup là-dessus, ne serait-ce qu'en mettre 1 sur 2, changer l'éclairage, renouveler les ampoules. Et il y a beaucoup de communes qui ont fait ça, et elles ont réussi à dégager beaucoup de dépenses en moins. Donc, si vous avez une réponse technique sur le sujet. Bonsoir. Une information est tombée ce matin et j'aimerais savoir si elle est intégrée dans votre budget. Je la lis telle que 3,7 milliards d'euros de cadeaux, et le cadeau, c'est que le gouvernement renonce au 3e tiers de la baisse des dotations aux collectivités locales. Les 3,7 milliards d'euros qui devaient être supprimés du budget 2017 seront finalement bien touchés par les collectivités locales. Qu'est-ce que ça implique pour Savigny? Est-ce que nous récupérerons ou pas? C'est une annonce de ce matin. Jacques Solicourt, conseiller municipal. Deux points. Dans le rapport du cabinet Franck Pifot, le cabinet nous disait que l'augmentation de 1 point de taux rapportait 200 000 €. Donc là, si j'ai bien vu, vous augmentez de 4 points, ça fait 800 000, ça fait pas 1,8 million. Donc, j'ai un petit problème là sur les chiffres. Sur le reste, je ne vais pas intervenir en tant que conseiller municipal, je vais simplement reprendre les différents rapports d'audit pour compléter la présentation qui a été faite ce soir. Bon, il y a les baisses de dotation, elles ont été expliquées très clairement. Mais en fait, ça a été dit, mais entre parenthèses, il y a tout le contexte historique que l'on paye maintenant. Le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes pour les exercices 2000 à 2005 souligne la faible dynamique des recettes courantes inférieure d'environ 30% à la moyenne de la strate. Et donc, la dépendance de la ville par rapport aux revenus de transfert, les dotations de l'État et autres. En conséquence, la capacité communale pour l'autofinancement est inférieure de plus d'un quart à celle de la strate des collectivités de 20 à 50 000 habitants. Donc on voit que notre problème ne date pas d'aujourd'hui.
Le rapport du cabinet Gopfler, effectivement, j'ai sous les yeux. Dit à peu près la même chose. Hein. L'analyse financière 2005-2009, l'autofinancement disparaît en effet complètement sur la période. Alors, Hans Fischer a augmenté les impôts, ça a rétabli un petit peu, mais ça restait insuffisant. Et du coup, pour faire les investissements, elle a endetté la ville. Et enfin, le dernier rapport, celui de la Chambre régionale des comptes pour l'exercice 2008 et suivant, souligne que la capacité d'autofinancement net de la commune s'améliorait, mais qu'elle reste cependant inférieure à celle des communes appartenant à la même strate. Donc on a effectivement toujours ce problème historique, qui est un problème en fait de manque de dynamisme de la commune. Bon, on avait une taxe professionnelle de 900 000 € à l'époque, c'est quasiment rien. Donc voilà, c'est tout un héritage aujourd'hui qu'il faut assumer. Et là, je sors de la citation des rapports d'expertise, je me permets de dire que ce n'est pas notre héritage pour ce qui nous concerne. L'audit du cabinet Franck Pifot l'an dernier, les bases fiscales moyennes par habitant sont inférieures à la moyenne régionale, ce qui génère, malgré les taux élevés, un produit fiscal par habitant inférieur. Donc, effectivement, les problèmes sont structurels et sont liés effectivement à l'histoire politique de Savigny. Et donc, je pense que c'est important de le dire. Il n'y a pas que les dotations de l'État et l'adhésion tardive à l'intercommunalité qui sont les causes de cette situation. Mais il y a une politique qui a été menée depuis 1983. Merci, je n'ai pas besoin de micro. Monsieur Mellorn, je tiens à vous interpeller, Sébastien Beneteau aussi. Sébastien. Bon, le micro à ce point-là, je pensais en avoir un de greffé. Monsieur Sébastien Beneteau a fini son intervention en disant qu'il avait pour volonté de maintenir et d'optimiser les services publics. Si je regarde ici aujourd'hui la salle, et je ne veux faire de mal à personne, la moyenne d'âge est relativement élevée. Et je vais donc aujourd'hui ici, alors qu'ils ne sont pas là, parler des jeunes, des gamins, de mes enfants. Je veux ici être devant Monsieur le maire, devant Sébastien Beneteau, l'avocat des enfants. Alors certes, c'est facile pour moi. Mon boulot, c'est d'être inspecteur de l'éducation nationale, mais ce soir, je ne suis pas inspecteur de l'éducation nationale, je ne suis qu'un habitant de Savigny parmi 35 000 autres. Néanmoins, pour rappel, tout parent, tout grand-parent sait que depuis X années, l'école se vit par cycle. Et que le cycle 3, c'est d'une part ce qui se passe au cours moyen première année, ce qui se passe au cours moyen deuxième année, et ce que nos enfants vivent en 6e au collège. Cours moyen première année, cours moyen deuxième année et collège, tout ça, ça forme un seul et unique tout. Tout le monde sait très bien que la municipalité est chargée de donner des moyens aux écoles maternelles, aux écoles primaires. Et vu ce que on a lu tout à l'heure, les chiffres qui sont là, quand on voit l'indigence dans laquelle travaillent les professeurs des écoles, un professeur des écoles qui aujourd'hui n'a pas dans sa salle un tableau interactif, alors que toute la formation continue qui est délivrée par le ministère de l'Éducation nationale auprès des professeurs des écoles ne se fait maintenant que par la voie informatique. Il y a très peu de stages pour les professeurs des écoles
Toute l'information passe par le net. À Savigny, nos professeurs des écoles ne peuvent en bénéficier. Nos gamins en CM1 et en CM2 en payent les pots cassés. Et lorsqu'ils vont passer dans le cycle, à la fin du cycle 3 en 6e, bien évidemment, les carences qu'ils auront dont ils auront de fait été victimes, eh bien, les pénalisera pour leur fin de cycle 3 lorsqu'ils rentreront en classe de 6e. Monsieur le maire a osé l'année dernière, supprimer les classes transplantées. Les classes transplantées pour un professeur des écoles, et je sais de quoi je parle en tant qu'inspecteur de l'éducation nationale, c'est un moyen sensationnel de traiter autrement une partie des programmes. Traiter de la mer, du vent, assis sur une chaise à Savigny-sur-Orge ou sur une plage en Vendée, ne voyez absolument aucun rapport avec quelque autre dossier que ce soit. C'est pas du tout la même chose. Retirez aux professeurs des écoles des moyens pour que nos gamins puissent rentrer en 6e dans de bonnes conditions. Je regrette. C'est absolument, monsieur le maire, scandaleux de votre part. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bon, merci. Je vais commencer parce que effectivement, c'est pas vraiment entendu la question. C'est vrai que c'est un constat difficile. Vous évoquez la Savinière, puisque apparemment vous ne voulez pas le nommer, mais on n'hésitera pas à le nommer. La fermeture de la Savinière n'a pas été une décision facile, parmi tant d'autres. Le problème, c'est que j'entends effectivement beaucoup de constats, mais peu de réponses à l'ensemble des problèmes qui ont été évoqués ce soir. Alors, j'en prends l'engagement devant vous ce soir, et vous pourrez venir au niveau du vote du budget. Les moyens au niveau des écoles seront renforcés, puisque les économies, et ça fait partie de la batterie d'économies qu'on a pu évoquer pour 2016, c'est par exemple le non-remplacement systématique des départs à la retraite permettra de renforcer des secteurs dits prioritaires. Ça concerne notamment les écoles pour remplacer les carences de courte durée et de l'effectif de police municipale. Donc oui, les moyens alloués aux écoles seront renforcés. Je suis d'accord sur les tableaux numériques. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en revient à l'investissement. Et je fais le lien aussi sur la question au niveau de l'éclairage. Acheter un tableau, acheter du mobilier, refaire tout ça, c'est de l'investissement. Et on l'a vu, quand déjà on ne solutionne pas la problématique de fonctionnement, on ne peut pas investir. Et c'est bien toute la raison pour laquelle on vous présente ce plan ce soir. Encore une fois, quand on vous présente 24 millions d'investissements, dans ces 24 millions, il y a par exemple quasiment 40 000 euros pour le renouvellement annuel du mobilier scolaire, pour la création de classes dans les écoles pour lesquelles il y a une augmentation du nombre d'élèves. Donc vous voyez, on ne peut pas non plus tout vous laisser dire. Il y a des secteurs sur lesquels, ne vous en déplaise, il y a quand même des priorités qui sont faites. Alors, je reviendrai aussi sur les 3,6 millions d'euros qui ont été évoqués au tout début, et je vous remercie de la question. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 3,6 millions d'euros correspondent aux pertes de dotation qu'a évoqué M. Fougère du fait de l'entrée dans l'intercommunalité. Les fameuses CLECT, CLECT, des commissions locales d'évaluation des charges transférées, ne sont pas là pour compenser les pertes de dotation d'État. Ces CLECT sont là pour compenser et pour se mettre d'accord sur combien coûte le service qui est transféré. Et c'est bien ces services-là qui sont transférés à coût neutre, et non les 3,6 millions de pertes de dotation. C'est-à-dire que quand une commune intègre une intercommunalité et qu'elle perd des subventions du fait de cette intégration, rien au niveau de la CLECT ne vient compenser cette perte. Donc les 3,6 millions ne sont pas le coût de l'intégration au niveau du transfert des compétences, mais bien de l'intégration dans une nouvelle intercommunalité. Pour ce qui est aussi du pourcentage de fiscalité que vous évoquiez, M. Sénicourt, il s'agit du 1% calculé par le cabinet Franck Pifot à l'époque où la fiscalité de la CALP n'avait pas été récupérée. Aujourd'hui, vous l'avez vu, du fait intercommunal et aussi du fait automatique de la revalorisation des bases, c'est-à-dire que tous les ans, vous avez une augmentation automatique sur votre feuille d'impôt qui n'est pas une augmentation décidée par la ville, mais qui est décidée par l'État, qui s'appelle la revalorisation des bases. C'est pour suivre l'évolution foncière
et le gain, notamment qu'ont les propriétaires à avoir un bien bâti. Du coup, par rapport à l'étude de M. Pifot il y a quelques années, effectivement, aujourd'hui, le point a augmenté et permet de générer beaucoup plus de revenus que ce que vous avez pu avoir dans le rapport de l'époque. Alors effectivement, j'entends, on nous dit, on a du mal à vous faire confiance, on ne sait pas où vous nous embarquez. Dites-vous bien une chose, c'est que nous-mêmes, ce n'est pas et ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'on s'embarque sur de la fermeture de services. Je pense que personne ici dans la salle, élu ou non, se lève un matin en se disant il serait très très amusant de fermer un service public. Je pense que personne ici dans la salle se lève le matin en se disant et si on faisait payer plus d'impôts, et je parle en connaissance de cause parce que comme beaucoup d'entre vous ici dans la salle, je suis aussi contribuable de Savigny, augmenter les impôts n'est pas une décision facile, c'est évidemment pas quelque chose de très sympathique, nous en sommes conscients. Maintenant, ce qu'on vous présente ce soir, c'est une solution de dernier recours, et encore une fois, c'est une solution mesurée, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté d'activer le levier fiscal pour l'activer, on n'est pas allé sur une hausse qui permettait de combler le déficit sans même se poser la question des dépenses, parce que quand on a un budget à la maison et que les recettes diminuent, on peut effectivement se poser la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait avoir plus de recettes. Enfin, à un moment donné, quand vous travaillez 35 heures par semaine, avoir plus de recettes, c'est pas toujours compliqué. Donc on se penche d'abord sur les dépenses pour voir ce qu'on pourrait économiser, et ensuite, en dernier recours, on essaie de voir si on ne peut pas changer de travail pour avoir plus de recettes. Donc c'est tout ce travail qui quand même a été mené et qui vous est présenté ce soir. Encore une fois, n'allez pas voir un quelconque plaisir dans l'ensemble qui est fait. Aujourd'hui, c'est des décisions de responsabilité, des responsabilités qu'on assume depuis 2014. Et à ce titre-là, on peut entendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, je sais que parfois certains élus sont menacés, je ne parle pas forcément sur la ville de Savigny, mais c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut plus supporter parce que notre responsabilité est de défendre l'intérêt de l'ensemble des Savigniens, ceux effectivement qui nous ont élus et ceux aussi qui ne nous ont pas élus. Vous pouvez répondre sur la totalité des impôts qu'on va payer de la première question, s'il vous plaît. Oui, alors effectivement. Non, bien sûr, non. Alors là-dessus, on a encore un petit problème parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la ville qui calcule les impôts, puisque ce n'est pas la ville qui perçoit directement les impôts. Hein. C'est l'État, c'est des services de l'État qui ensuite reversent et gèrent les comptes de la ville. Alors, autant que les services des impôts sont tout à fait en mesure de nous dire, en jouant sur les taux, la recette qui va être générée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on leur demande de voir de combien il faudrait augmenter le taux pour avoir une recette de 1,8 million, ça, ils sont tout à fait en mesure de nous le dire, puisque pour eux, c'est une simple multiplication et une mise à jour de leurs données, et ils peuvent nous donner le produit. Par contre, pour avoir des simulations précises sur l'impact sur la feuille d'impôt, ça nécessite un petit peu plus de temps. Mais de toute manière, ne vous inquiétez pas, je pense qu'on s'y engage, dans les semaines qui vont venir, on vous donnera effectivement un exemple type de ce que pourrait représenter cette hausse. Il y a 29%, vous savez. Non, alors, effectivement, et vous faites bien de le rappeler, parce qu'au niveau du département, et là... au niveau du département, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble de la hausse, on vous présente 29%, c'est faux. Pourquoi ? Parce que au total, ce que vous allez payer suite à la hausse du département, c'est 10% en plus. Pourquoi ? Parce que dans la feuille d'impôt, vous avez plusieurs cotisations. On l'a vu tout à l'heure, vous avez l'auto communal, vous avez l'auto de l'intercommunalité, vous avez l'auto du département, etc., etc. Donc, quand un taux évolue, par exemple celui du département, ce n'est pas parce qu'il évolue de 29% que votre feuille d'impôt évolue de 29%. Et c'est en ce sens-là, et je pense que votre question est assez précise, c'est de combien augmente la feuille d'impôt, puisque c'est à peu près tout ce qui nous intéresse. Nous, c'est évidemment ce qui sort de notre poche. Donc, je souhaite couper court quand même à ce genre de mythe. L'augmentation du taux ne correspond pas à l'augmentation de votre feuille d'impôt, et ça, c'est quelque chose d'important à souligner. Ça a répondu à votre question ? Mais non, mais oui, alors, ça n'a évidemment pas répondu à votre question parce qu'on n'aime pas, mais au moins...
pas sur la feuille, mais non, en plus, ici, sur l'ensemble de la salle, vous avez tous des abattements différents, vous avez tous des situations fiscales différentes, donc effectivement, on n'est pas en mesure de vous présenter une augmentation type. Oui, bonsoir. Moi, j'ai juste une petite question. On s'aperçoit sur votre dépense de fonctionnement que la part liée aux salariés, en fait, est très importante. Ma question, c'est quelle politique vous allez appliquer sur ces salariés? En particulier, est-ce que vous allez engendrer des gels de salaire? Est-ce que vous avez déjà mentionné le fait que vous aviez limité le nombre d'heures supplémentaires pour les gardiens des gymnases? Vous n'allez pas remplacer un certain nombre de personnes, elles, qui vont partir en retraite. Moi, je trouve qu'on a beaucoup de salariés au niveau de Savigny. Alors, je pense que c'est une situation héritée et je ne veux pas non plus rentrer dans la polémique. Mais ma question, c'est, compte tenu des services publics qui sont rendus, n'avons-nous pas trop de personnel? Ça marche? Ouais. Je voudrais d'abord faire une petite boutade à l'attention du cabinet Claude Fer. C'est la seconde fois que nous voyons le cabinet Claude Fer intervenir sur la ville de Savigny, et c'est la seconde fois que c'est l'annonce que vous faites l'ambassadeur d'une forte hausse de la fiscalité. Donc, je pense que la prochaine fois qu'on vous voit arriver aux frontières de la ville, on va se méfier un peu et je ne suis pas sûr qu'on va vous laisser rentrer. Je voudrais revenir sur les indicateurs que vous avez donnés justement. Effectivement, d'ailleurs mon collègue tout à l'heure l'a rappelé, dans les fondamentaux et dans les ratios qui sont à surveiller dans la ville, il y a évidemment ceux que vous avez rappelés, mais il y a également tous les ratios qui concernent les recettes de fonctionnement. Dans ces recettes de fonctionnement, il n'y a pas que la fiscalité, même si c'est une part très importante. Il y a également les recettes de services, il y a d'autres recettes, et si on regarde la moyenne de la STRAS, c'est-à-dire en fait c'est la moyenne des villes comparables à Savigny, on s'aperçoit qu'il y a une forte disparité et qu'on peut l'évaluer, quand on regarde, on fait un calcul rapide, à environ 70 € par habitant, ce qui représente grosso modo sur les recettes de la ville environ 2 millions. C'est pratiquement les 2 millions que vous cherchez. Vous nous avez présenté tout à l'heure des chiffres qui sont assez incomplets, parfois un peu orientés, notamment lorsque vous présentez, à propos de la CALP, les pertes de dotation, mais vous oubliez de présenter aussi les recettes qui sont venues en comparaison. Il y a eu notamment récemment un pacte fiscal, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont permis de dégager non pas une perte sur les exercices que vous avez signalés quand on compense le tout, mais un gain net. Notamment, si je me souviens bien, je crois qu'on était à 1,4 million en 2013, je crois. Je dis ça de mémoire. Je sais qu'on n'était en tout cas pas en déficit, contrairement à ce qui se disait au moment où on est entré dans la CALP. Ensuite, c'est de la politique. Effectivement, on décide de rentrer dans l'intercommunalité, pas seulement pour mutualiser, mais également pour bâtir un projet de territoire. C'est ce que faisait la CALP, c'est ce qu'elle a fait jusqu'à ce qu'elle disparaisse, je pense. Malgré les alternances, il y a eu effectivement un projet de territoire qui s'est monté. La ville de Savigny y est entrée beaucoup trop tard, et c'est ce qui n'a pas permis à Savigny de bénéficier d'équipements, que ce soit en termes d'équipements sportifs, d'équipements pour la ville, pour la culture, et également en équipements de transport. C'est une des raisons, je pense, qui ont fait, notamment qu'on a loupé le train-train, qu'on a loupé un certain nombre de choses, qui nous auraient permis de gagner un peu en attractivité. Ensuite, vient le problème, vous nous avez montré tout à l'heure un état des lieux des équipements publics de la ville. J'aurais envie de dire, je vais vous le demander pour pouvoir en servir pour la prochaine campagne électorale. Ce que vous avez montré là, c'est votre bilan. C'est le bilan de la majorité locale depuis 1983. Il y a effectivement eu un certain nombre d'alternances. En effet, il y a eu des querelles de famille qui ont, à un moment donné, permis à la tante de prendre le dessus sur l'oncle, mais c'est toujours la même majorité. C'est toujours la même politique qui a été menée, et c'est cette politique, ce manque de dynamisme, qui fait que notre ville, par rapport à d'autres villes comparables, ne tire pas son épingle du jeu, ne résiste pas suffisamment. Aujourd'hui, vous avez des tas de villes qui ont les mêmes coupes budgétaires, les mêmes diminutions de dotation de l'État que Savigny, mais qui s'en sortent, qui n'ont pas cassé les services publics. Effectivement, il y a bien une raison, il y a bien quelque chose qui est différent.
Donc il faut assumer ce bilan, et il faut arrêter de dire on a pris une situation en 2014. Non, vous avez pris une situation qui était celle en 1980. C'est ça la réalité. Il faut l'assumer telle que c'est. Ensuite, vous nous demandez des solutions. Mais c'est à vous de trouver des solutions à la situation dans laquelle vous nous avez mis. Vous avez effectivement une situation qui est déséquilibrée. Elle est liée en partie à une fiscalité qui est peut-être inférieure sur l'un des taux, mais il y a d'autres recettes dans lesquelles vous n'allez pas chercher. Et moi, j'ai la grande crainte que lorsque vous aurez pratiqué cette augmentation, comme en 2011, au bout d'1 ou 2 ans, vous vous rendrez compte que, comme le reste n'a pas été fait, eh bien, on se retrouvera à nouveau dans la même situation et on aura à nouveau à payer les augmentations que vous voudrez pratiquer parce que vous n'en sortirez encore pas. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et puis je voudrais terminer sur la fiscalité elle-même. Je voudrais rappeler quand même que le département, dont vous êtes, M. Mellorn, également vice-président, donc vous êtes comptable de l'augmentation de 29% qui a été votée par le département, qui va déjà s'appliquer à notre fiscalité locale. Et vous voulez encore augmenter la fiscalité de la ville. Où est-ce qu'on va s'arrêter comme ça? On est dans la triple peine. On a l'augmentation de la fiscalité municipale, on a l'augmentation de la fiscalité départementale et on a la perte sèche que représentent les services publics qui ont été coupés. Imaginez la situation des parents qui fréquentaient la crèche familiale il y a encore 1 an et qui aujourd'hui doivent se tourner vers d'autres solutions à un tout autre tarif. Mettez-vous un peu à leur place et puis regardez ce que ça va donner pour eux que d'avoir en plus une très forte double augmentation des impôts locaux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Pour compléter ce que vient de dire très justement M. de Frémont, vous étiez, M. Mellorn, dans les années 2008-2009, maire adjoint, je crois, en charge des finances de la ville. Donc votre responsabilité dans cette situation, elle est imminente. Au début du mandat précédent, vous étiez aussi maire adjoint. Donc vous avez une responsabilité, en fait, qui est bien antérieure à 2014. Mais bon, on peut déjà tracer. Finalement, c'est votre 3e budget de ce mandat. C'est votre 3e budget. On peut commencer déjà à tracer peut-être un premier bilan avant d'évoquer des pistes. Vous avez certes réduit l'endettement de la ville. Sauf que quand on considère le ratio endettement sur recettes de fonctionnement, c'est le seul ratio qui a un sens, en fait, ce ratio, vous l'avez détérioré. Aujourd'hui, la ville, elle est beaucoup plus endettée par rapport à ses recettes qu'elle n'était avant. Donc vous avez détériorer la capacité de désendettement de la ville. Vous avez augmenté les impôts. Vos graphismes, ce que vous avez montré, montrent que vous avez, en ne compensant pas le transfert de fiscalité à la CAL, ce qui se faisait avant, vous avez considérablement augmenté les impôts l'année dernière, tout en prétendant, y compris par écrit aux Saviniens, que vous n'en aviez rien fait. Et là, aujourd'hui, ce que vous proposez, c'est une augmentation historique pour la ville. Parce que de toute l'histoire de Savigny, on n'a pas vu d'augmentation aussi importante que celle que vous proposez. Vous proposez une augmentation de la taxe foncière assez forte et une augmentation de la taxe d'habitation en modulant les abattements. Donc, quand on regarde les deux, c'est la plus forte augmentation d'impôts de toute l'histoire de Savigny depuis l'arrivée à la mairie de M. Jean Marsaudon. Donc, ça, c'est historique et c'est une situation qui est jamais vue à Savigny. Quand on regarde, moi, quand je me suis présenté pour la première fois aux élections municipales en 2008, les taux d'imposition de Savigny étaient relativement bas par rapport aux voisins. C'est plus le cas aujourd'hui. Quand on regarde la situation de Savigny-sur-Orge, aujourd'hui, on est en train de rattraper le retard en impôts et on est en train de devenir l'une des villes qui a un taux d'imposition les plus élevés par rapport aux villes voisines. Et c'est pas fini, parce qu'il suffit de projeter sur quelques années pour voir que les augmentations que vous proposez, elles ne vont pas suffire et qu'il y en aura d'autres derrière. Alors vous avez augmenté les impôts, et autre chose, vous avez considérablement diminué les services publics en vous attaquant à l'enfance, à la jeunesse, mais aussi, on n'en parle pas souvent, aux seniors. Parce qu'il suffit de regarder le foyer Jean Morigny, par exemple, qui est tout neuf et qui est fermé. On a construit un super foyer, mais aujourd'hui, il est fermé. Vous avez fermé, vous avez abandonné le projet de piscine. Bon, c'était pas forcément... je ne suis pas forcément contre le fait de cet abandon, mais quand même,
quand même, en abandonnant le projet de piscine, vous avez payé les études sans aucune subvention. Donc finalement, ça a encore alourdi le tout. Vis-à-vis de la CALP, il y avait des négociations à avoir. Il y avait des possibilités que vous n'avez pas su saisir pendant ces 2 précédentes années. Et là, vous nous présentez un budget qui est un budget catastrophique pour les Savinières. Alors maintenant, si on regarde les solutions, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est les solutions. Maintenant, il y a d'autres solutions que l'augmentation des impôts ou la réduction des dépenses. Pourquoi est-ce que les villes voisines, finalement, ne procèdent pas de la même manière? Regardez, quelles sont les villes qui augmentent les impôts, finalement, il n'y a pas tant que ça. Hein. Donc, pourtant, ils ont les mêmes contraintes. Comment se fait-il que Savigny soit une ville où il y a de moins en moins de services publics, où les gens vendent? Regardez les maisons dans Savigny qui sont marquées à vendre. C'est quand même une situation qui est préoccupante. Une ville dynamique, une ville qui gagne des habitants, c'est une ville qui produit des ressources. La solution, plutôt que d'augmenter les impôts et de taxer davantage les habitants actuels, c'est d'augmenter la population, de faire que la ville elle soit attractive, de construire et d'investir à Savigny. De construire, de faire en sorte que le commerce fonctionne bien, de faire en sorte qu'il y ait des constructions et de gagner des ressources nouvelles. C'est ça qui sortira définitivement notre ville de la situation où elle se trouve. Parce que là, si vous continuez comme ça, je vous dis dans 2 ans, je vous donne 2 ans. Dans 2 ans, vous allez nous dire, on réaugmente les impôts. Voilà, c'est la seule solution que vous avez. Étant donné que j'ai été interpellé personnellement à plusieurs reprises, je crois qu'il y a un moment où il va falloir que je réagisse et arrêter ce cumul. Déjà, les personnes qui prétendent que j'ai été maire adjoint aux finances, il faudra peut-être qu'ils regardent les délégations que j'avais à l'époque, mais il y a peut-être une partie d'amnésie chez vous. Il y a une partie d'amnésie aussi, monsieur, quand vous dites que vous étiez prêt à abandonner le projet de la piscine. Vous l'avez soutenu, il y a eu une fusion entre les 2 tours, je vous le rappelle. Mais enfin, on n'est pas ici pour faire le conseil municipal, on est ici pour dialoguer avec les Saviniens. Et si toutefois vous avez des solutions à apporter, ce sera lors du conseil municipal. Là, on dialogue avec les Saviniens pour avoir un échange avec eux et avoir leur avis sur un certain nombre de mesures. Alors, effectivement, au-delà des tribunes politiques des uns et des autres, moi je voulais revenir sur les questions concrètes, notamment sur celle sur l'éclairage tout à l'heure, sur lequel je n'ai pas répondu. L'éclairage, c'est de l'investissement, donc là encore, quand la capacité d'investissement de la ville est réduite, il est difficile de revenir sur l'ensemble de l'éclairage public, à moins effectivement d'y consacrer des sommes importantes. Alors pour ce qui est effectivement au niveau de l'éclairage, éteindre peut aussi poser des problèmes de sécurité, c'est-à-dire qu'il faut trouver les horaires les plus adéquats sur ces points-là. Alors vous évoquez que d'autres villes n'ont pas pris des décisions aussi compliquées. Je vous rappellerai quand même que cette année, pas plus loin que Juvisy-sur-Orge a arrêté les classes transplantées. Viry-Châtillon, qui a voté son budget hier soir, a lui aussi supprimé les subventions à la MJC, c'est-à-dire que à moins de... Effectivement, ils en ont 3, mais enfin ceci dit, la perte de subventions va obligatoirement entraîner des conséquences directes sur le service rendu. Alors, je reviens aussi sur une question sur le personnel qui a été posée. Lorsqu'on est arrivé en 2014, les charges de personnel représentaient plus de 50% des dépenses de fonctionnement de la ville. C'est une barre assez significative et c'est quelque chose d'assez énorme, effectivement. Aujourd'hui, on est repassé en dessous des 50%. Et c'est le fruit d'une politique, par exemple, de non-remplacement systématique des départs à la retraite. Vous évoquez effectivement les salaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que les salaires de la fonction publique remplissent les critères d'une grille. C'est-à-dire que s'il n'est en rien un choix de la ville d'augmenter ou non les fonctionnaires. Et d'ailleurs, je rajouterais sur ce point-là que le gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui décide du salaire des fonctionnaires, a décidé il n'y a pas très longtemps d'augmenter le point d'indice.
Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une ville comme Savigny, l'augmentation du point d'indice, c'est dès cette année 100 000 € de plus de charges de fonctionnement. Et il s'agit de 100 000 € que nous impose l'État, puisque nous ne sommes pas décisionnaires des salaires, et ces 100 000 € qui ne sont pas compensés. C'est-à-dire que la ville doit se débrouiller pour trouver ces 100 000 € sur des décisions qui ne sont pas les siennes. Voilà, donc sur ces points-là, il était important d'apporter des précisions, et je crois que M. Fougère voulait répondre à quelques points aussi au niveau des diverses questions qui avaient été posées. Si tu permets, juste avant, je vais compléter concernant l'éclairage public. À propos de l'éclairage public, en ce moment, pas mal de changements sont faits et on passe sur un éclairage à LED moins consommateur, et par ailleurs, à partir de minuit, cet éclairage à LED est baissé de 40%, et ce jusqu'à 5h du matin. C'est la particularité de la LED, quand on baisse de 40%, ça se voit quasiment pas. En revanche, ça c'est un système qui est en train d'être développé sur l'ensemble de la commune. Je voulais juste répondre sur des questions purement techniques qui avaient été posées. Notamment, il y avait une question d'actualité brûlante sur ce matin, où il avait été annoncé que les 3,7 milliards de poursuite de baisse des dotations d'État seraient arrêtés. Alors en fait, non, ça ne va pas être arrêté. Ça va probablement être lissé sur les 2 années qui viennent, plutôt que de tout concentrer sur 2017. Mais ça ne sera pas remis en cause. On gagne 1 an, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on le lisse sur 1 an de plus, quoi. Mais c'est tout. C'est tout. Donc ça, c'était sur une question technique. Pour rebondir sur quelques éléments de comparaison, beaucoup de villes, dans les nombreuses villes que nous pouvons suivre en termes d'audit, je précise, parce que j'ai été interpellé là-dessus aussi, ce n'est pas nous qui prenons la décision en tant que cabinet d'audit d'une augmentation de fiscalité. Nous, on est là pour dire la situation financière, elle est comme ça, il manque tant, si ça continue, pour équilibrer le budget. C'est notre travail. Nous sommes des techniciens, nous ne sommes pas du tout des élus ou des gens qui sont politisés. Nous travaillons pour des villes de droite, des villes de gauche. Voilà, donc je tiens à préciser notre rôle. C'est simplement, quand on nous demande d'intervenir, c'est effectivement souvent pour chiffrer ce qui manque, et en général, effectivement, il y a parfois des décisions douloureuses qui suivent. Donc je prends bonne note, j'essaierai de me camoufler la prochaine fois que je prendrai le RER. Sur les décisions qui ont été prises dans d'autres grosses villes, les augmentations d'impôts et les dépenses, c'est 50-50 à peu près. En termes de villes qu'on a pu suivre, des grosses villes. Vous avez, je vais prendre des villes comme Toulouse, plus 15% d'augmentation, Tours, plus 6%, Lille, comme ça tout le monde sera content, plus 10%, des départements, là aussi, Bas-Rhin, plus 10%, le Pas-de-Calais qui va annoncer 12% là en 2016. Donc vous voyez, il faudrait multiplier les exemples de droite et de gauche. Vous voyez, c'est des décisions qui ont été prises un peu partout. Donc voilà, c'est juste pour un regard objectif sur ce qui a été fait dans des grosses villes, et même des plus grosses villes ici, qui ont des bases fiscales parfois autrement plus dynamiques. Voilà, donc je vais répondre sur ces quelques points techniques. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne la dernière série de questions. Bonsoir. Jean-Marie Corbin. Moi, la question, il y a quelque chose que j'arrive pas à suivre parce qu'on parle beaucoup d'ACAL, on parle de BT12, de la ville de Savigny, et les transferts, le bilan des transferts financiers de l'un à l'autre. Moi, j'ai toujours pas compris. Peut-être que j'ai peut-être pas eu non plus, on n'a peut-être pas eu tous les renseignements et tous les chiffres pour se faire une idée. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, maintenant, quand on est passé de la ville de Savigny, pour ce qui est de la voirie, du conservatoire, de la médiathèque, de l'éclairage urbain, de la collecte des ordres ménagères, ce qui a été transféré. Puis quand le 31 décembre 2015, c'est passé dans l'autre sens, ce qui est revenu, les charges, comment ça a été transféré, et poste budgétaire par poste budgétaire. Moi, ça m'intéresserait, et je suis peut-être pas tout seul à vouloir savoir combien.
a été transféré à l'aller et au retour. Excusez-moi, juste rapidement sur cette question. L'ensemble des documents budgétaires de la fameuse CLECT, les commissions locales d'évaluation des charges territoriales, sont toutes disponibles, aussi bien en mairie qu'au niveau de la CAL que maintenant au niveau de l'EPT. Et vous avez des tableaux récapitulatifs, item par item et point par point des compétences transférées ou récupérées, et vous avez l'ensemble des chiffrages. Voilà, il n'y a rien de secret. Et vous pourrez constater qu'effectivement, ces transferts se font bien à charge financière neutre. Voilà, je voulais intervenir sur deux aspects. Premièrement, effectivement, les politiques économiques, sociales, nationales et européennes ont des influences sur la gestion des municipales. Ça, c'est obligatoire. Je veux dire par là que quand l'Europe exige qu'on rembourse la dette d'une façon que vous connaissez, effectivement, ça pose des problèmes. Et effectivement, il y a des conséquences sur la vie des habitants et sur les territoires et les communes. La dotation globale de fonctionnement, tous les maires, quelle que soit leur couleur, expriment d'une façon importante les effets que cela a sur la gestion. C'est vrai, il faut le reconnaître. Mais, d'autre part, je voudrais dire aussi que lorsque l'on supprime des activités de service public, il y a pour conséquence des suppressions d'emplois. Et les suppressions d'emplois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la misère. Ça veut dire que l'austérité est là encore plus grande. Et par conséquent, la dépense des habitants est moindre. Et ça a une répercussion, effectivement, sur la croissance économique. Il faudrait donc renverser la vapeur. Ça, c'est un problème. Deuxième sorte de problème. C'est vrai qu'il y a un héritage à Savigny. Depuis plus de 30 ans, des travaux qui auraient dû être faits dans les écoles, par exemple, pour les chaufferies, n'ont pas été effectués. Et maintenant, c'est devenu tellement grave qu'il faut tout faire d'un seul coup. Et ça a une incidence effectivement sur la gestion. Je voudrais dire également que quand on gère un service public, quand on gère une commune, c'est avec le souci de l'intérêt général des gens qui nous ont élus, qui vous ont élus. Et ce souci, c'est quoi? C'est les besoins des habitants, en éducation, en culture, en santé, ne serait-ce que pour prendre ces 3 points-là. En aide sociale, bien sûr, aussi. Et est-ce que ce ne sont pas des priorités à favoriser par rapport aux autres dépenses? Je veux dire, par exemple, à Savigny, il y a un désert médical. Et de plus, il y a des médecins qui vont bientôt partir à la retraite dans les 4 ans. Et ils ne trouvent pas de remplaçants. Qu'est-ce que ça va devenir? Comment allons-nous nous soigner? C'est une question énorme, quotidienne, qui ressort. D'autant que dans les hôpitaux, on ne peut pas aller à l'hôpital pour n'importe quoi. On y va pour des choses graves. Bien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a eu une directive du ministère de la Santé, des Affaires sociales, de l'offre de soins. Elle a eu lieu, cette directive, en 2014. En juin 2014. Il y en a eu une autre en août 2015. Et un rappel en septembre 2015 pour la création dans 25 territoires de notre pays de centres de santé dont Savigny bénéficie. Qu'est-ce qu'on attend pour prendre ça en main et créer ces organismes indispensables à la vie du public? Voilà.
D'autant que là, il ne s'agit pas de dépenses, le tout est financé par... le subventionnement est prévu par la Caisse des dépôts, entre autres, et donc ça fait partie du plan de rénovation du quartier. Est-ce que les demandes ont été faites? Est-ce qu'on a fait ces démarches pour mettre en avant la santé et à l'abri la santé des Saviniens à travers ce centre de santé? On n'a jamais eu de nouvelles par rapport à ça. Oui, je voulais poser une question sur la mise sous tutelle, parce que quand j'en entends parler, ça a l'air d'être effrayant. Donc je voudrais savoir si c'est effrayant pour les hommes politiques qui gèrent la commune ou si c'est effrayant pour le citoyen. Parce que je ne sais pas quelles conséquences ça a pour le citoyen. Et moi, a priori, ça ne me fait pas peur, mais je ne sais pas ce que ça recouvre. Donc j'aimerais avoir un éclairage là-dessus. Sur ce point-là, très clairement, il y a eu peu de cas de grosses mises sous tutelle en termes de taille de collectivité. Les cas qui ont existé, c'est très simple. C'est le préfet qui fait le budget. Donc quand c'est le préfet qui fait le budget, c'est pas un élu, le préfet. Et dans tous les cas qu'on a vus historiquement, tout le travail qui a été fait ici d'essayer de voir ce qu'on pouvait essayer de supprimer, pas supprimer, le préfet, il fait l'augmentation maximale, non pas seulement pour sortir la tête de l'eau, mais pour retrouver des ratios normaux vis-à-vis des banques. Donc c'est des augmentations de taux qui vont au-delà du minimum requis. Et en plus, c'est l'arrêt de toutes les dépenses non obligatoires. C'est très clair. À chaque les cas de mise sous tutelle qui ont existé, c'est toujours ce qui s'est passé. Donc c'est des décisions, c'est le cumul de toutes les choses les plus douloureuses qui seraient réalisées. Très clairement, une mise sous tutelle, c'est ça. Voilà. Donc, la mise sous tutelle, c'est d'abord effrayant pour les habitants. Bonsoir. Je vais reprendre vos chiffres. Vous parlez d'augmenter les impôts. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Et vous parlez d'investissement jusqu'en 2020. Je voudrais savoir, pour les écoles, qu'est-ce que vous prévoyez dans tout ça? Parce que les priorités, c'est bien beau de parler d'investissement, mais bon, quand on voit l'état des écoles aujourd'hui, quand on voit ce que ça coûte, quand on voit dans quelles conditions nos enfants vont à l'école, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont capables de venir habiter à Savigny dans des écoles qui sont délabrées? Franchement, est-ce que vous pensez que l'attractivité de cette ville, elle se fait en faisant de l'à peu près ou en mettant des rustines à droite à gauche? Mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit que des enfants vont aux toilettes, dans des toilettes qui sont insalubres dans les écoles, franchement, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent venir habiter dans cette ville? Sincèrement. Alors, moi, je veux bien qu'on augmente les impôts, moi, je veux bien qu'on fasse des plans, mais quelles sont les priorités? Quelles priorités vous allez prendre? Et si c'est pour faire des coupes budgétaires et pour avoir des priorités qui sont inutiles, et pour l'enfance, et pour les jeunes, et pour les Saviniens, je ne vois pas l'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute cette situation, vous en êtes tous redevables. Tous comme vous êtes passés, vous en êtes redevables. C'est-à-dire que si jamais on transplante la situation dans le privé, un gestionnaire qui est gérant d'une entreprise dans le privé, mais il va en prison pour ce qui s'est passé. Pour cette gestion-là, vous êtes interdit de gestion pendant 10 ans. Le tribunal de commerce vous fiche et vous n'avez plus jamais le droit de gérer aucune commune. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tout le monde se renvoie la balle. Alors on passe de... Mais vous êtes tous comptables de cette situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faire confiance, on a fait confiance à l'ancienne majorité, on a fait confiance les années précédentes, on a voté pour des gens qui nous ont emmenés dans cette situation. Aujourd'hui, ils ne sont pas préjudiciables. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, va nous amener à vous faire confiance à vous? Quelle garantie vous nous donnez que cette augmentation d'impôts et que cet argent sera bien géré et bien investi? Et qu'il y ait du retour sur investissement? Voilà.
Une nouvelle fois, effectivement, j'entends qu'il est difficile de faire confiance. De toute manière, aujourd'hui, le constat que vous dressez est un constat qu'on partage. Voilà, on ne vous montrerait pas ces photos, et je pense que tous dans la salle, on a l'occasion de fréquenter des bâtiments de la ville, à commencer par la salle des fêtes. Oui, c'est un constat qu'on peut avoir. Maintenant, le plan qu'on vous présente, il se poursuit jusqu'en 2020, donc effectivement, et nous acceptons la responsabilité. Si en 2020, de toute manière, les personnes ne sont pas satisfaites de l'ensemble des locaux, de toute manière, rassurez-vous, comme n'importe quel gérant, nous serons mis à la porte. C'est une responsabilité qu'on accepte quand on se présente, et ça fait partie. Si je peux terminer, s'il vous plaît, je vais juste terminer. Je vous ai laissé terminer votre question, donc je vais aller jusqu'au bout de ma réponse. C'est juste vous rappeler qu'effectivement, nous avons nous aussi des échéances, et nous nous remettons devant Envoi de manière régulière, donc au même titre qu'un chef d'entreprise doit présenter des bilans. Écoutez, je vous remercie pour ces échanges. Ça fait à peu près 1h15 qu'il y a cet échange, ces constats, vos remarques. La plupart du temps, ça a été très constructif, et je vous en remercie. Nous avons encore, nous, des pistes et des possibilités d'adaptation, et merci pour ces éléments qui nous permettront d'avancer jusqu'à la conclusion du budget. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous tous.